Ah non, j'y arrive pas, hein. Bon, je laisse tomber, c'est pas grave. J'essaye de tuer l'ego. Pas facile, hein, de tuer un ego. Ben non, c'est normal, il a le droit de vivre. Et oui, c'est ça le truc. Libre, égaux, en droit. Et oui, il est libre, il a le droit de vivre. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de chacun de nous et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Alors bonsoir à tous. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous parler donc de notre ego. Encore une fois, je crois que j'ai déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. Alors, en fait, notre ego, eh bien, beaucoup de gens qui viennent en séance, souvent, ils me le disent de façon indirecte. Est-ce qu'on pourrait pas éteindre là-haut? Est-ce que l'on pourrait pas, par exemple, tuer cet ego? Eh bien non, cet ego ne peut pas mourir. Et une fois, j'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit, pour tuer votre ego, vous devez être mort vous-même. Et oui, c'est normal puisque notre ego, il nous accompagne depuis la naissance jusqu'à notre mort. Voilà, donc en fait, le but n'est pas de tuer notre ego, mais de l'apprivoiser, de le dompter, d'apprendre à vivre avec. C'est pour ça que j'ai titré justement Libre, égaux, en droit. Oui, parce que bon, ça fait référence aussi à la Convention des droits de l'homme, libre et égaux en droit. Sauf que là, on parle de l'ego, c'est pas écrit pareil. Voilà, donc en fait, je vais vous parler un petit peu de toutes ces choses que l'on fait, ou que l'on dit plutôt, sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a parfois des lapsus que l'on peut faire, on va en parler un petit peu plus loin, différents lapsus révélateurs. Alors, c'est très important, on pourrait se dire, oh oui, mais Patrick, tu joues sur les mots, c'est pas grave. Oui, seulement, vous savez, c'est un très bon outil de travail. Quand les gens viennent me voir en séance, ils n'ont pas conscience parfois de ce que leur ego est en train de lâcher. Indirectement, ils s'expriment avec soit des lapsus qui sont complètement inconscients, soit carrément ce que l'ego est en train de sortir comme information. Et moi, ça me sert évidemment, puisque la façon dont la personne va s'exprimer va me donner des indicateurs très puissants pour l'accompagner. Parce que évidemment, la personne, quand elle parle, elle est dans un mode automatique. Elle s'exprime soit avec son ego, soit à travers des conditionnements, mais ça reste quand même quelque chose qui est lié à notre ego. Et l'idée, c'est d'arriver pour l'aider à trouver sa solution. Eh bien, l'idée, ça va être justement de l'accompagner au bon endroit et, j'allais dire, là où il faut, comme il faut, quoi. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai relevé quelques types d'exemples, ne serait-ce qu'en séance. Hein. Les thérapeutes le savent bien et si ça se trouve, si vous êtes thérapeute, vous allez reconnaître vous aussi le genre de choses que beaucoup de gens nous répètent en permanence sans le savoir. Alors, un exemple... Les gens qui disent par exemple « Oh là là, ça me déprime, ça me saoule, ou alors ça me fait peur, ça me bouffe, ça me gonfle ». Première question, on pourrait se demander « Mais qui est ce Sam ?» Ben oui, ça me saoule, ça me gonfle, ça me dérange. Eh bien, qui est Sam? Ça, c'est de l'humour, mais en même temps, on pourrait se demander pourquoi à chaque fois, il y a quelque chose qui saoule, qui bouffe, qui déprime la personne. Eh bien là, par exemple, c'est l'ego de la personne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dérange mon ego. Et en fait, ça, c'est très subtil, mais quand on entend quelqu'un qui est agacé par quelque chose ou par quelqu'un, et qui nous dit, par exemple, ça me saoule, ça me déprime, ça me démange, ça, j'en sais rien, moi, hein, vous mettez ce que vous voulez, ça me fait peur, eh bien, quelque part, la partie qui a peur, la partie qui est saoulée, la partie qui est gonflée, c'est la partie, en fait, c'est l'ego en question. Alors, vous voyez, c'est très subtil parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est une expression, on dit ça comme ça, on aurait pu dire autrement. Oui, seulement ce n'est pas anodin. Et surtout quand on a des gens, par exemple, qui viennent pour le poids et qui disent, ah, ça me bouffe. Ou ça me, je sais pas moi, enfin oui voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Ça me bouffe, ça me, je sais pas quoi. Ou alors celui qui boit de l'alcool et qui va dire ça me saoule, ben là on est en plein dedans hein, quelque part. Et souvent l'idée ça va être de prendre vraiment au pied de la lettre cette indication, parce qu'on pourrait se dire oui mais elle a dit comme je disais tout à l'heure, elle disait ça comme ça, elle aurait pu dire autre chose. Seulement ce qui compte c'est au moment où elle m'a parlé, juste en face de moi et qu'elle m'a dit ça alors qu'elle venait par exemple pour la nourriture et qu'elle me dit ça me bouffe. Eh bien ça c'est un indicateur très puissant pour un thérapeute. Voilà, donc je vais vous donner d'autres indications que j'avais relevées aussi. C'est par exemple la personne qui dit je suis frustré, je suis impatient,
je suis déçu, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je suis mal dans ma peau. Eh bien là, c'est pareil, on pourrait se dire qui est-ce qui est frustré, qui est-ce qui est déçu, qui est-ce qui est mal dans sa peau? Eh bien là encore, c'est l'ego qui souffre, parce que c'est l'ego qui souffre. Si on enlève l'ego, ben vous êtes tous sereins, vous êtes tous joyeux, la vie est belle. La partie qui souffre, la partie qui est frustrée, qui dit « Ah, je suis frustré, je suis déçu ou je suis mal dans ma peau », eh bien, là encore, on est avec notre ego qui nous joue des tours et c'est lui qui souffre, c'est lui qui est embêté, c'est lui qui, par exemple, des choses qui disent, des gens qui disent, par exemple, « ça m'ennuie ». Hein, ou je m'ennuie en permanence. Eh bien, le je en question, c'est encore l'ego. C'est l'ego qui s'ennuie, c'est l'ego qui en a marre, c'est l'ego qui a peur, qui a peur de perdre ou qui a hâte d'avoir ceci ou cela. Parce que l'ego, il est dans l'avoir, il est dans le faire. Voilà. Et en même temps, il y a toutes les peurs, toutes les croyances qui se manifestent. Même chose si, par exemple, vous dites en parlant, et c'est pareil, moi j'ai souvent des gens qui me parlent et je les laisse parler, je les écoute évidemment, puisque c'est très important de savoir entendre et écouter la façon dont la personne va s'exprimer, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un indicateur très puissant pour moi. Eh bien, si la personne me dit « Ah oui, c'est affreux » ou « C'est horrible, c'est dur », eh bien, là encore, tous ces adjectifs appartiennent à cette personne. Ce sont ses peurs, ses croyances, ses indications, en fait, qu'elle me donne. Donc là encore, c'est pareil. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous savez, des gens qui, par exemple, imaginez, vous êtes motivé à faire quelque chose de nouveau, je sais pas, vous avez un super projet, et puis votre ami qui vient vous voir et qui vous dit « Mais tu n'as pas trop peur ?» par exemple, eh bien, ce sont ses peurs à la personne. Ce ne sont pas les vôtres. Parce que quand quelqu'un vous voit en disant « Oh là là, tu n'as pas trop peur », par exemple, je sais pas, imaginons que je dise « Tiens, demain, je démarre une nouvelle formation. » Ou « Demain, je vais parler devant 500 personnes. » Ah bon, tu n'as pas trop peur ? Eh bien, quand la personne vous dit « tu n'as pas trop peur », elle est en train d'exprimer ses propres peurs à elle. C'est-à-dire qu'elle ne s'imagine pas pouvoir faire ça. Et donc, du coup, en faisant ça, en vous demandant si vous n'avez pas trop peur, elle est en train de dire « mais moi, j'ai peur. À m'imaginer faire ce que tu fais, je ne pourrais pas. » Voilà, donc tout ça, ce sont des indicateurs, là encore. C'est pareil, hein, quand les gens vous disent ou me disent en séance « Oh, c'est pesant, c'est lourd à porter ». J'entends des fois ça. Ou alors, bon, c'est bien connu, le coup classique « J'en ai plein le dos ». Eh bien là, la personne encore me parle de son ressenti, de comment elle vit la situation sur son corps ou dans son esprit. Quand elle dit « c'est pesant », ça arrive très souvent, des gens qui veulent encore perdre du poids et qui disent « Ah oui, c'est pesant. C'est Moi, souvent, je leur dis « c'est le poids du passé ». Je fais exprès parfois d'en rajouter pour que la personne comprenne que sans s'en rendre compte, elle me fait cette allusion avec le passé. Parce que tout ce qui a été indigeste, lourd à porter, qui a été pesant dans sa vie, eh bien effectivement, ça s'est stocké sur son corps. Et très souvent, le corps s'exprime. Le corps, en fait, c'est, j'allais dire, ce qui est en bout de chaîne. Quand la personne vient me voir pour le poids, évidemment, officiellement, on va travailler sur cette problématique qu'est le poids. Seulement, le poids, c'est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette prise de poids. Et très souvent, lorsque la personne me dit « Tiens, mais pourtant, je mange sainement, je fais attention à tout », eh bien là, il faut chercher ailleurs. Et souvent, c'est là où il y a l'aspect psychologique qui trahit finalement, mais dans le bon sens du terme, qui trahit la personne. Quand elle me dit « Ah oui, mais j'ai vécu une relation qui était fatigante, qui était pesante, c'était très très lourd, ou mon conjoint était très lourd, etc. » Eh bien, quelque part, elle a endossé ça. Et du coup, son corps lui fait peser ce qui a été lourd pour elle, pour cette personne. Vous voyez, c'est à la fois intéressant finalement, parce qu'on est comme un peu comme une énigme qu'on cherche à décrypter à travers le langage de la personne. Donc, soit c'est complètement conditionné, donc ça a été au départ son ego qui a pris ça pour argent comptant, et ça a été conditionné, ça a été brassé, et on va dire que la personne, quelque part, elle me livre ses clés, finalement. Moi, quand j'aide la personne, quand je l'accompagne, eh bien, je me sers de ce qu'elle m'apporte.
Si la personne est dans le silence total en me disant voilà, je viens pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids, débrouillez-vous, je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai rien faire, j'ai besoin de lui poser des questions, j'ai besoin de voir comment elle s'exprime, comment elle va parler. Donc si elle me dit j'en ai plein le dos, eh bien, je ne vais pas forcément lui dire vous avez mal au dos, je ne vais pas forcément lui dire ça, mais on va dire que je vais lui poser des questions plus précises pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand elle s'exprime comme ça. Parce que le langage n'existe pas par hasard. En PNL, en programmation neurolinguistique, on a l'aspect linguistique. Et le côté linguistique, c'est vraiment faire attention à la façon dont le langage s'articule avec justement tout ce qui se passe à un niveau inconscient. Et ça, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant. Mais je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être thérapeute pour décrypter ce genre de choses. Vous pouvez très bien le faire avec vos amis. Peut-être, si vous avez l'oreille assez fine, peut-être pouvoir vous dire, tiens, c'est marrant ça. Là, la façon dont la personne me parle, tiens, ça fait 2 fois qu'elle répète la même chose, tiens, ceci, cela. Et tout ça, ça peut être intéressant pour pouvoir, pourquoi pas, accompagner quelqu'un en lui posant une question. Tiens, tout à l'heure, tu parlais de ça et tu m'as dit c'est pesant, c'est lourd, c'est voilà. Ça peut aider sans se transformer en thérapeute pour autant, mais ça peut être intéressant de faire prendre conscience à la personne de quelque chose qu'elle vous répète de façon conditionnée. Voilà, donc pareil, alors il y a d'autres choses, d'autres formulations, comme par exemple des gens qui vont dire j'ai tenu pendant longtemps, j'ai résisté. Ça veut dire en fait quelque part j'ai fait des efforts. Donc si j'ai fait des efforts, c'est encore notre ego qui s'exprime. Parce que normalement, c'est censé être naturel. Si la personne, par exemple, vous parle de son régime en disant « oui, j'ai fait attention, ça a été difficile, mais j'ai quand même tenu, j'ai tenu quand même pendant une semaine ». Eh bien, la personne, quand elle vous dit « j'ai tenu pendant une semaine » ou « j'ai résisté », c'est qu'elle était en train de lutter à l'intérieur. Et ça, c'est difficile. C'est souvent ce qui fait que la personne craque après. C'est-à-dire qu'elle craque parce qu'elle a tenu, parce que son ego a résisté, son ego a forcé les choses. Et c'est pour ça tout l'intérêt et tout l'art de l'hypnose, c'est justement de faire en sorte qu'elle n'ait plus à tenir, qu'elle n'ait plus à résister, parce que quelque part, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas d'effort à produire. Si la personne veut arrêter de fumer et qu'elle dit « ah ben moi j'ai essayé de mon côté, j'ai essayé seul, j'ai tenu une semaine », eh bien, il y a fort à parier que la personne, elle est comme ça, ou que peut-être elle a craqué, voilà, etc. Souvent, d'ailleurs, on entend dans le discours, oui, j'ai tenu, et puis j'ai fait un effort, et puis j'ai craqué. Voilà, j'ai résisté, mais j'ai craqué. Et c'est là où on voit bien que l'ego est à l'œuvre. C'est toujours l'ego qui est là, qui met son grain de sel, qui fait, on va dire, comme si c'est lui qui voulait tout diriger. Et malheureusement, et en même temps malheureusement ou heureusement, eh bien en fait c'est notre inconscient qui doit être aux commandes. L'ego quelque part il doit suivre, mais si c'est l'ego qui prend le dessus, évidemment c'est lui qui va vouloir tenir les rênes en disant oui mais moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et en fait c'est en ce sens que c'est parfois difficile d'arrêter de fumer ou de mincir ou de fonctionner on va dire avec des choses qui sont censé être au niveau de l'inconscient. Si on dit à quelqu'un qui est nerveux de se calmer, c'est très difficile. La personne, elle peut pas le faire sur commande. Donc, c'est en ce sens qu'en travaillant avec votre inconscient, eh bien, finalement, on n'a plus besoin de résister, de tenir, de forcer les choses, en fait. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a aussi essayer. Je vais essayer. Alors des fois, vous avez des gens qui disent « oui, j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas réussi ». Ben oui, pour cause, déjà, si j'essaye, ça veut dire que dans mon esprit, à l'intérieur de mon cerveau, il y a un truc qui dit « je suis pas sûr d'y arriver, je doute, ça ne marchera peut-être pas ». Et donc, le fait d'essayer devient quelque part... c'est peine perdue. C'est comme si on disait « bon, de toute façon, si je me dis que je vais essayer, c'est que je sais que je peux rater dans mon esprit ». C'est comme si, un jour, j'avais entendu un de mes formateurs qui disait, c'est comme si le pilote d'avion vous disait « Mesdames, Messieurs, nous allons essayer d'atterrir ».
Ça le fait pas, comme on dit. On atterrit ou on n'atterrit pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est que quand quelqu'un utilise ce terme, eh bien, c'est pareil, c'est un indicateur très puissant pour nous, en tant que thérapeute, de se dire, tiens, la personne est en train de dire qu'elle va essayer, ce qui veut dire que dans sa tête, elle a un doute. Elle n'est pas sûre d'y parvenir. Donc souvent on transforme la phrase. Et moi souvent quand la personne me dit je vais essayer, je fais non, vous allez le faire. Donc voilà, sans forcer bien sûr, mais l'idée c'est de lui faire passer un message que en disant essayer, ça veut dire qu'elle risque de rater, selon elle. Voilà. En plus, j'avais évoqué des choses comme il faut, je dois, il faut à tout prix, il faut absolument. Là, c'est pareil, ce sont des efforts que la personne va faire par rapport à l'extérieur. Il faut, je dois, ça veut dire que soit on m'y oblige, soit quelqu'un ou quelque chose m'y oblige. Et donc, en fait, il faut que la personne, là pour le coup, je le dis exprès, il faut que la personne s'arrange pour être libre le plus possible. Si elle est dans cette contrainte de dire « il faut, je dois », eh bien, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose qui l'y oblige. Alors ça peut être le conjoint, par exemple, si la personne dit « oui, il faut absolument que j'arrête de fumer », ben c'est là où souvent la question me vient de dire « ah bon, mais qu'est-ce qui vous oblige à arrêter ?» Et c'est là où la personne va dire « bah oui, mais parce que ça ferait tellement plaisir à ma mère ou à mon conjoint », ou alors il faut que je maigrisse, ou plutôt on va dire autrement, il faut que je fasse du sport. Qu'est-ce qui vous y oblige? Eh bien, il faut parce que j'ai besoin de maigrir. Ah, bah l'objectif c'est de mincir, c'est pas de faire du sport. Là, si vous êtes coach par exemple et que vous dites à quelqu'un bon, ok, vous dites il faut que je fasse du sport, bah allons-y, on va y aller. Bah vous vous trompez d'objectif. Donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le il faut ou je dois. Mais ça j'en avais peut-être déjà parlé à une époque, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà. Et puis sinon, bah souvent les gens me parlent de leurs problèmes. Alors c'est normal, ils sont là pour ça en même temps. Mais disons que c'est la façon dont ils vont organiser leur façon de le dire. Parce que vous avez des gens qui vont dire « oui, mon problème c'est ceci, c'est cela ». Eh bien ces gens-là sont orientés problème. Tout comme, on peut le dire à l'inverse, la personne qui va dire « je viens vous voir pour obtenir ceci » ou pour régler cela. Et là, la personne, elle est déjà en train de voir ce qu'elle veut à la place. Donc, elle est orientée solution. Donc, tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est pas dans le but ni de faire un cours ou quoi que ce soit sur la thérapie. C'est peut-être pas c'est peut-être qu'il ne s'agit pas de devenir thérapeute ou de vous former à ça, mais c'est juste pour vous dire que ces petites choses, vous pouvez même, si vous n'êtes pas dans le métier, vous pouvez certainement les déceler chez vos amis, dans la famille, de dire, tiens, il ou elle a dit ça. Ah, bah tiens. Petit indicateur. Voilà, donc c'était plus par rapport à ça que je voulais parler de cette notion donc de l'ego qui est effectivement libre d'exister. On ne peut pas tuer notre ego. C'est important de le dire. Le but n'est pas de zigouiller, de tuer, d'éliminer l'ego. Le but c'est de l'apprivoiser, de faire en sorte de garder de garder les commandes à l'intérieur de vous en vous disant, en vous rappelant que toutes les choses qui sont, tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure, mes peurs, mes doutes, mes inquiétudes, je vais essayer il faut, je dois, tout ça c'est mon ego qui m'y oblige. Mon ego qui veut absolument prendre le contrôle, l'ego qui a peur de perdre, l'ego qui veut à tout prix, qui est pressé l'ego qui est frustré de ne pas avoir ou de ne pas faire. Eh bien, ou l'ego qui s'ennuie. En ce moment, j'ai beaucoup ça. Des gens qui me disent « ah, mais je m'ennuie à mourir. Si vous saviez, je ne supporte pas, par exemple, la solitude. » Eh bien, le fait d'être dans l'ennui, dans la souffrance, c'est encore une fois notre ego qui fait ça. Il nous en joue des tours, notre ego. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir vivre avec, de savoir que celui qui souffre, ce n'est pas toute la personne que vous êtes, c'est juste votre ego qui aimerait bien que ce soit autrement. L'ego est toujours dans l'insatisfaction. Il est dans le fait de désirer et quand il a, eh bien il a peur de perdre. Donc c'est pas gai, comme on dit. Voilà, donc il y a ça. Et puis je voulais aussi finir avec une chose amusante, c'est les fameux lapsus que nous donnent parfois les personnes qui viennent. Alors ces lapsus, ça peut être soit positif ou négatif, ça dépend de comment la personne s'exprime. Alors pareil, j'avais relevé quelques lapsus amusants. C'est par exemple, par exemple, je sais pas moi, je vais faire des formations professionnelles.
Alors, des formations, on peut l'écrire en deux mots, mais on peut aussi dire des formations professionnelles. Bon, vous voyez un petit peu le genre de choses. Donc moi, je les relève, hein, ces jeux de mots, ces allusions. Alors parfois, ça ne veut rien dire du tout. Puis on se dit, bon, bah, ça ne porte aucun préjudice. Et puis parfois, eh bien, ça peut avoir un indicateur et un préjudice en même temps. Par exemple, un coup classique qu'on entend en thérapie, par exemple, j'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait pour lui. Le verbe étouffer, vous savez, j'ai tout fait. Voilà. Et souvent, c'est là où la personne se trahit quand elle me parle, par exemple, de son problème de couple ou de son enfant. Ah, pourtant, j'ai tout fait pour lui. Ben oui, ben, elle a tellement étouffé qu'elle a oublié d'exister pour elle. Et ça, c'est des indicateurs aussi. Ce ne sont que des grilles de lecture, finalement. Et c'est merveilleux, finalement, de se rendre compte que la clé est en vous et qu'à chaque fois que vous allez voir quelqu'un en séance, ben, vous lui donnez les clés pour que la personne vous aide. Mais au final, vous vous aidez vous-même indirectement. La personne n'est pas votre sauveur, je veux dire, le thérapeute n'est pas là pour vous sauver. Il va utiliser les moyens que vous lui donnez à travers votre langage. C'est en ce sens que c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Par exemple, l'employeur donne des primes. On pourrait dire, ah ben c'est bien, l'employeur donne des primes. Ça sous-entend aussi déprime. Alors le verbe déprimer, vous voyez, c'est bon, tout dépend comment c'est utilisé, dans quel contexte. Ça peut être aussi déteste, dépression. C'est pareil, en deux mots, en un mot. Si je dis oui, j'ai fait des tests, bah déteste quoi, bof, j'aime pas. Ou dépression. Voilà, bon, bah c'est des choses qui peuvent de temps en temps arriver dans mes oreilles et moi je fais très attention à ça. C'est pour ceux qui connaissent la langue des oiseaux, c'est quelque chose qui est très, comment dire, c'est important de pouvoir retenir ça si vous êtes thérapeute, ceux qui sont dans le métier, parce que cette langue des oiseaux, elle est parfois à double sens, mais ça peut être, si c'est positif, bah tant mieux, mais si c'est négatif, c'est pas terrible. Hein, par exemple, dépression ou déprime, comme je disais tout à l'heure, déprime. Ah, ben, déprime, c'est pas terrible. Voilà. Donc, pourtant, d'obtenir une prime, c'est bien. Mais de parler de déprime, c'est pas terrible. Voilà. Il y en avait une autre aussi, bon, là, c'est un peu plus subtil. C'est par exemple, j'aime saboter sa réputation. Quelqu'un qui est envieux, par exemple. Vous voyez, j'aime saboter sa réputation. Vous entendez la phrase ? J'aime saboter sa réputation. Voilà. On peut penser dans l'inconscient, imaginer la finesse dans la façon dont la personne construit cette phrase, mais c'est inconscient, évidemment. J'aime saboter sa réputation. Ça veut dire, je suis tellement envieux que j'ai envie de saboter sa réputation. C'est pareil, on pourrait se dire, non, mais c'est du hasard, il a dit ça, il aurait pu dire autrement. Oui, mais il a dit ça. Voilà. Et ça marche même avec l'écrit. J'ai oublié de vous dire. L'écrit en un mot, pas l'écrit en deux mots. C'est-à-dire que quand la personne est en train d'écrire, des fois ça m'arrive que la personne m'envoie un message par mail en me disant voilà mon problème et elle m'écrit. Et là je vois, je lis. Et quand je lis, c'est incroyable ce que l'inconscient est capable de lâcher. C'est comme si la personne était comme un livre ouvert, elle me dévoile toutes les petites choses qui vont pouvoir m'aider le jour J. Voilà, bah, je crois que ça y est. Bah, y a aussi un autre truc que j'avais relevé une fois, c'était une personne qui parlait comme ça. Il est en âge de se concentrer. Ah, on entend aussi des choses amusantes là. Mais vous pouvez jouer avec les mots, c'est amusant aussi. Peut-être que vous en avez déjà entendu des comme ça. Il est en âge de se concentrer. Est-ce qu'il est en âge, c'est-à-dire en sueur parce qu'il se concentre, il est en âge. Ou est-ce qu'il est en âge de se concentrer ? Ça veut dire, est-ce qu'il a l'âge de pouvoir maintenant retenir les choses et bien se concentrer, vous voyez ? On peut en trouver plein. J'ai skié sur des monts d'enfer. Des monts d'enfer. Bof, hein ? Eh bien, oui, on pourrait se dire, ah, c'est génial, vous avez fait du ski ? Ah oui, j'ai skié sur des monts d'enfer. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, moi, je suis très habitué aux jeux de mots parce que j'aime aussi en faire, en deux mots. Et en fait, eh bien, du coup, je les repère assez rapidement. Maintenant, il faut juste observer parce que parfois, eh bien, sans vous en rendre compte, vous êtes capable justement de faire des jeux de mots, mais qui sont, on pourrait dire, des jeux de mollets.
Voilà, qui ne sont pas terribles, quoi. Ils sont laids, les jeux de mots laids. Voilà, bref, j'en ai terminé. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de partager des choses amusantes. Après tout, on est là pour s'amuser, n'est-ce pas? Enfin, sur cette terre, en tout cas. Et puis moi, j'aime bien m'amuser, vous l'avez remarqué. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, c'est à la fois amusant de se dire, tiens, c'est rigolo, ces jeux de mots. Mais je vous assure que quand les gens arrivent et qui me livrent parfois des phrases qui ont ces doubles sens, eh bien, c'est très pertinent parce qu'on a l'impression d'être dans une énigme et de décrypter l'indice qui va faire que. Et c'est souvent dans ces jeux de mots involontaires que l'on trouve des solutions exceptionnelles. Et ça m'est arrivé, moi, de pouvoir accompagner des gens avec des choses, que je n'aurais pas imaginées, mais juste parce que la personne, au moment même où j'étais en train de m'apprêter à faire quelque chose, la personne m'a lâché comme ça un jeu de mots involontaire ou une allusion. Et je me suis dit, mais voilà, intérieurement, mais ça dure un dixième de seconde, je me suis dit, tiens, c'est pas anodin. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que ça me fait plaisir aussi de parler un petit peu de mon métier, donc de l'hypnose, du coaching, de mes accompagnements. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous et à très bientôt.